Très bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être rendus disponibles pour ce point presse du ministère des Armées que nous délocalisons sur le site du Forum Innovation Défense, ici à l'espace Champéret. C'est donc l'occasion pour moi de remercier également Emmanuel Kiva, le directeur de l'Agence de l'innovation de défense, qui est à l'initiative de ce forum et qui nous fera l'honneur et l'amitié tout à l'heure de nous parler d'innovation au sein du ministère des Armées. Comme il en est l'usage, je vais commencer par quelques points d'actualité du ministère, puis je détaillerai l'agenda de Madame Parly, puis nous parlerons d'innovation au sein du ministère des Armées avec Emmanuel Kiva. Alors, 4 points d'actualité cette semaine. Le premier, je vous signale la tenue d'un exercice important pour notre armée de l'air et de l'espace, un exercice qui s'appelle Steadfast Jackal, qui se tient du 24 novembre au 9 décembre. C'est important pourquoi ? Parce que cet exercice va permettre de certifier les capacités de commandement de l'armée de l'air et de l'espace à la veille de leur prise de commandement des opérations aériennes de la force de réaction rapide de l'OTAN, qu'on appelle la NATO Response Force. Cette prise de commandement, elle aura lieu à partir du 1er janvier 2022 et durera 1 an. Et donc l'exercice dont je vous parle, il va se tenir au centre air de planification et de conduite des opérations qui a été mis en service sur la base aérienne de Lyon-Montverdun. Voilà, cet exercice rassemblera 300 militaires, des militaires français bien sûr, mais également des militaires étrangers. Je vous signale la tenue d'un Media Day le 3 décembre 2021, et donc si vous souhaitez vous y accréditer, vous pouvez vous rapprocher du CIRPA Air. Deuxième sujet d'actualité, la livraison à la DGA du 1000e missile de moyenne portée. Cette livraison a eu lieu sur le site de Brienne-le-Château du service interarmé des munitions, ce qu'on appelle le SIMU. Alors je vous rappelle que le MMP est un missile polyvalent qui peut être tiré soit depuis un fantassin, soit depuis une plateforme. Cette plateforme, ça peut être un véhicule, une embarcation ou un aéronef. Ce MMP, il va notamment équiper les nouveaux blindés Jaguar qui seront réceptionnés par le ministère des Armées en fin d'année. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors d'un point presse ultérieur. Au plan technique, ce missile, il permet d'atteindre des objectifs à une portée de l'ordre de 4000 mètres. Il dispose d'un mode tir et oubli, c'est-à-dire que le fantassin peut s'extraire de la zone de tir une fois que le missile est parti. Et une fonctionnalité extrêmement intéressante, c'est que ce missile dispose, grâce à son autodirecteur, d'un retour télé, si vous voulez, d'un retour image auprès de la personne qui a tiré le missile, ce qui permet, jusqu'en phase finale de tir, de modifier éventuellement, le cas échéant, la trajectoire du missile pour permettre un impact extrêmement précis. Un tir au-delà de la ligne de vue est également possible avec ce missile. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé la semaine dernière, de ce projet de guidage de missiles au-delà de la ligne de vue, notamment par des drones, depuis des plateformes embarquées. Je pense qu'on peut dire que ce missile de dernière génération, c'est le missile le plus performant au monde. Preuve en est, la Belgique a prévu de s'en doter dans le cadre du partenariat de capacité motorisée que nous avons avec les Belges, et nous coopérons avec la Suède sur ce missile. Par ailleurs, je vous rappelle que nous dérivons de ce projet missile moyenne portée, un missile adapté pour des tirs depuis les hélicoptères. C'est le missile qu'on appelle le missile de haute trame, qui a été choisi par la DGA à la fin de l'année 2020 pour équiper le Tigre Standard 3. Et donc à partir de 2028, nous aurons ce missile de haute trame, une version dérivée du MMP, à bord de nos hélicoptères Tigre. En termes de nombre de missiles, la loi de programmation militaire a prévu de livrer à nos forces 1950 missiles d'ici 2025, au lieu des 1550 qui étaient initialement prévus. Donc à nouveau, une LPM qui délivre et qui rehausse très significativement les capacités d'intervention de nos forces armées. Troisième point d'actualité, vous l'avez sans doute vu, l'admission au service actif de la FREMM Alsace. C'est la 7e FREMM qui est admise au service actif. C'est la première dans sa version défense aérienne. Donc à la base, les FREMM sont des bateaux à vocation anti-sous-marine. Ces 2 derniers bateaux, donc l'Alsace qui vient d'être admise au service actif et la Lorraine qui sera réceptionnée l'année prochaine, ont en su des capacités de lutte anti-sous-marine, des capacités de défense aérienne extrêmement significatives. Cela passe par un système de combat renforcé pour la défense aérienne. Cela passe par une mâture optimisée, dite taille de guêpe, pour réduire les zones où les radars ne voient pas. Donc vraiment, c'est un bateau qui voit extrêmement bien son environnement aérien. Et enfin, des capacités de détection radar significativement rehaussées. Le radar qui est installé à bord de l'Alsace voit plus loin que le radar des 6 premières FREMM.
Donc l'année prochaine, réception de la FREMM Lorraine, ça sera la dernière de série. Et ensuite, nous aurons la livraison des frégates de défense et d'intervention, les FDI, à partir de 2024. Et je vous rappelle qu'à l'horizon 2030, la Marine nationale sera dotée de 15 navires de premier rang, 15 frégates, donc 8 FREMM, 5 frégates FDI et 2 frégates de défense aérienne, Forbin et Chevalier-Paul. Dernier point d'actualité que je vous présente et ensuite je prendrai vos questions. La réception d'embarcations de débarquement amphibie. Alors vous les voyez à l'écran. Ces embarcations vont remplacer ce qui s'appelait les chalands de transport de matériel, qui dataient des années 80. Alors c'est important parce que ces bateaux sont déployés à bord de nos porte-hélicoptères amphibies, Mistral, Tonnerre, Dixmude, seront aussi déployés outre-mer et permettent de transporter différents types de véhicules, notamment de l'armée de terre. Donc c'est un programme qui bénéficie aussi directement à l'armée de terre, et notamment le Charles Leclerc, donc qui est le plus gros véhicule que l'armée de terre compte, peut être mis en œuvre à partir de cet EDAS, donc à la fois embarqué et débarqué. Voilà, on embarque d'un côté, on débarque de l'autre. Il y a 14 bateaux de ce type qui ont été commandés par la DGA en 2019, donc les 2 premiers sont livrés là. Les 12 autres arriveront et s'échelonneront jusqu'à l'année 2025. C'est fabriqué par l'industriel CNIM qui a sous-traité une partie de la fabrication de ces bateaux auprès de Socarénam et du chantier naval basé à Saint-Malo plus précisément. Donc ce projet, c'est 200 emplois. Donc en termes de répartition géographique de ces bateaux, 8 sont destinés à la flottille amphibie de Toulon et les autres seront stationnés outre-mer, 2 à Djibouti, 1 à Mayotte, 1 en Nouvelle-Calédonie, 1 en Martinique et 1 en Guyane. Voilà qui conclut les sujets d'actualité du ministère des Armées cette semaine. Je vais maintenant prendre les questions. Madame Benoît. Oui, bonjour, Daphné Benoît de l'AFP. J'ai 2 questions. Tout d'abord sur les informations révélées par Disclose dimanche. Le ministère des Armées restait assez sibyllin dans sa réaction. Est-ce que depuis la publication de ces éléments sur l'opération Sirli, vous avez pu faire la lumière en interne sur les faits qui sont présentés dans cette enquête? Et deuxième question, concernant la visite du président de la République en Croatie, on nous dit que le contrat pour les 12 rafales d'occasion va être bel et bien confirmé et signé à cette occasion. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'ils seront prélevés sur l'armée de l'air, comment vous allez gérer justement au sein de l'armée de l'air ce déficit capacitaire? Merci. Merci Madame Benoît pour vos questions. Je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième avant de répondre à la première. Il y a effectivement un déplacement du président de la République et de la ministre à Zagreb aujourd'hui. Lors de ce déplacement est en train d'être conclu au moment où on se parle, un partenariat stratégique entre nos 2 pays, entre le président de la République et le Premier ministre croate. Il y a également un arrangement technique qui est signé entre Madame Parly et son homologue croate pour la cession des 12 avions Rafale d'occasion de l'armée de l'air et de l'espace. À cet arrangement technique qui couvre la cession des avions d'occasion s'ajoutent 3 contrats commerciaux, d'une part entre le ministère de la Défense croate et Dassault Aviation, d'autre part entre ce même ministère et MBDA pour les missiles, et enfin toujours entre ce même ministère et Safran Electronic and Defense. Les 12 avions qui sont cédés à la Croatie sont des avions au standard F3R, donc le même standard, le même niveau technologique que ceux dont notre armée de l'air et de l'espace est équipée aujourd'hui. Je rappelle que ces livraisons s'effectueront en 2 lots de 6 avions à chaque fois. Le premier lot commencera à être livré au 2e semestre 2023, et donc précisément un avion Rafale sera cédé chaque mois entre septembre 2023 et février 2024. Ça couvre le premier lot. Et le 2e lot, ça sera à compter de la fin de l'année 2024. Nous commencerons les livraisons en novembre 2024 et nous les terminerons en avril 2025. Très concrètement, les premiers Rafales français que nous cédons arriveront en Croatie au printemps 2024. Alors, pourquoi cet écart entre septembre 2023 et printemps 2024 ? Parce qu'il y a la cession des avions aux clients d'une part,
Ça, ce sont les dates que je vous ai données juste avant. Et le printemps 2024, c'est parce que entre ces deux dates, il y a la formation des pilotes qui sera opérée à la fois par des personnels de l'armée de l'air et de l'espace, par des personnels de Dassault Aviation, vers les pilotes croates. Je tiens à rappeler que nous sommes extrêmement fiers de ce succès à l'exportation, puisque c'est le 3e pays européen, après la France et la Grèce, à se doter de l'avion Rafale. Et d'autre part, cet avion Rafale a été vendu suite à une compétition. Et c'est très important de montrer que le Rafale a montré finalement sa supériorité technologique dans une compétition où d'autres fournisseurs concouraient. Alors, le point très important que vous soulignez, c'est que fait-on finalement vis-à-vis de l'armée de l'air et de l'espace, au sein de laquelle nous prélevons ces 12 appareils. Eh bien, la ministre des Armées, Florence Parly, a décidé de procéder au remplacement de ces avions d'occasion par des avions neufs. Et donc, lorsque sera passé en 2023 le contrat de fourniture pour ce qu'on appelle la 5e tranche d'avions Rafale, sera pris en compte le remplacement des 12 avions cédés. Les livraisons commenceront à partir de 2027. Donc très concrètement, 30 avions étaient prévus d'être commandés dans le cadre de cette 5e tranche. Dorénavant, suite à la décision de la ministre des Armées, ce ne sera pas 30, ce seront 42 avions, 30 plus les 12 prélevés, qui seront commandés à l'industriel Dassault. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la présence du président de la République et de la ministre en Croatie aujourd'hui. Sur votre première question, je souhaiterais rappeler que, effectivement, nous avons une coopération de défense avec l'Égypte, une coopération également de renseignement, pour la bonne raison que l'Égypte est un partenaire stratégique, que l'Égypte est un pays riverain de la Méditerranée, un pays riverain du Golfe arabo-persique, que nous avons un certain nombre de points d'appui pour nos forces aériennes, pour nos forces maritimes en Égypte, et donc c'est un partenaire de long terme avec lequel nous travaillons. Et donc, dans ce cadre, il y a un volet renseignement que nous assumons en lien avec le partenaire égyptien. Alors, suite aux informations qui ont été diffusées il y a quelques jours, la ministre des Armées a une position extrêmement claire. Les contours de cette mission de renseignement et les règles d'engagement des moyens de renseignement répondent à des exigences qui sont extrêmement strictes. Il est très clair que ces moyens sont dévolus et doivent être uniquement dévolus à la lutte contre le terrorisme, à l'exclusion de problématiques domestiques. Ce principe, extrêmement clair, il a été communiqué régulièrement aux partenaires égyptiens. Donc les règles sont connues du partenaire. Donc au lendemain de ces révélations, que faisons-nous ? D'une part, nous diligentons une enquête interne pour vérifier que les règles qui avaient été fixées pour cette coopération sont effectivement mises en œuvre et appliquées, et que les mesures que nous avions demandé d'être prises pour satisfaire l'objectif de cette coopération de renseignement, c'est-à-dire encore une fois la lutte contre le terrorisme, ont effectivement été mises en œuvre. Ça, c'est pour le premier volet, je dirais. Pour le deuxième volet de cette affaire, qui finalement concerne la diffusion de documents classifiés, cela constitue une violation flagrante du secret de la défense nationale, et donc le ministère des Armées a saisi la justice pour faire la lumière sur la fuite de ces documents, fuite qui est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que ces fuites, elles peuvent révéler des modes opératoires de l'armée, et donc mettre en danger nos militaires, mettre en péril la soutenabilité d'opérations. Et quand des choses sont classifiées, ce sont pour des bonnes raisons, et il est tout à fait normal que la loi doive être respectée à l'égard du respect du secret de la défense nationale. Et donc, c'est la raison pour laquelle le ministère des Armées a déposé plainte dans le cadre de ces révélations. Voilà ce que je pouvais vous dire en réponse à votre première question. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que c'est contre X, mais je vérifierai. Bonjour, Ariane Lavrieux pour France 2, complément d'enquête et Disclose. Donc vous avez parlé du secret défense. Pourquoi l'opération Sirli est classée secret défense alors que selon l'enquête de Disclose, basée sur vos notes de renseignement, elle ne sert à rien, en tout cas très peu dans la lutte antiterroriste. Qu'est-ce qui justifie
de la placer sous le secret défense, puisqu'elle est encadrée, financée par une opération régulière, l'opération Barkhane, une opération officielle. Et deuxième question, suite à nos révélations, est-ce que cette opération a été maintenue ou arrêtée ? Merci Madame pour votre question. Vous comprendrez que je ne commente pas des notes qui sont précisément couvertes par le secret de la défense nationale et que je ne vais pas me livrer à ce qui serait finalement une compromission, et je n'ai pas à commenter des notes qui sont couvertes par le secret de la défense nationale. Je n'ai donc pas d'éléments complémentaires à apporter par rapport à ce que j'ai indiqué à l'agence France Presse juste avant. Oui, bonjour. Myriel Crafray, journaliste indépendant. J'avais une question sur d'autres informations qui sont parues dans la presse anglo-saxonne à propos de Pegasus. Je voulais savoir, Pegasus laisse entendre que la France était sur le point d'acquérir ce type de logiciel. Je voulais savoir si ça concernait le ministère des Armées. Merci. Je n'ai pas d'éléments sur cette question, monsieur Raffray. Je vais me renseigner et je reviendrai vers vous. Voilà. Autre question d'actualité. Eh bien, donc, je passe à la présentation de l'agenda de Madame Parly. Donc, comme je vous l'ai dit, Madame Parly est aujourd'hui en Croatie avec le président de la République. Elle sera en fin de journée à Rome, en Italie, dans le cadre de la signature du traité du Quirinal. Et demain après-midi, elle se déplacera ici même au forum Innovation Défense. La semaine prochaine, elle s'entretiendra le lundi avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, monsieur Grossi, puis elle s'entretiendra avec le chef d'état-major des armées. Le mardi, elle répondra aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, puis elle interviendra à HEC, à Jouy-en-Josas, dans le cadre d'une conférence. Le lendemain, elle s'entretiendra avec monsieur Luik, qui est le ministre de la Défense de la République d'Estonie. Et enfin, le jeudi 2 décembre, elle se déplacera à Toulon, dans le cadre de l'exercice militaire Polaris, dont nous vous avons parlé la semaine dernière en point presse. Si vous avez des questions sur l'agenda, je suis tout à fait disposé à y répondre. Oui, je me permets de reposer une question Oui. sur l'opération Sirli, donc dans le désert occidental. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, il y avait un accord technique qui encadrait, fixait les limites de cette opération et interdisait aux Égyptiens, à l'armée égyptienne, d'utiliser les informations pour cibler des civils? Les contours d'une coopération de renseignement avec l'Égypte sont très clairs. L'objectif est la lutte contre le terrorisme, à l'exclusion de problématiques domestiques. Donc ces règles, ces principes sont clairs, ont été édictés clairement, sont connus du partenaire et ont été rappelés à plusieurs reprises aux partenaires. Suite aux informations et aux révélations qui ont été faites en début de semaine, nous diligentons une enquête en interne pour vérifier que ces principes ont été respectés. Voilà ce que je peux vous dire. Mais juste pour rebondir, est-ce que Madame Parly a pu échanger avec son homologue égyptien de cette question depuis les révélations de Disclose? Je n'ai pas la réponse à cette question. Brice Dugénie, RTL. Si, comme le montrent les documents qui ont été révélés justement par Disclose, le partenaire égyptien n'a pas respecté le cadre de ce partenariat, est-ce que cela pourrait être de nature à faire changer justement les contours de ce partenariat, à la fois sur les informations et aussi sur l'utilisation du matériel qui est vendu par la France? Le principe de la coopération de renseignement, je l'ai rappelé tout à l'heure, lutte contre le terrorisme, pas de problématique domestique. Et ensuite, pour appliquer cela, bien des procédures existent, des mesures sont prises pour précisément respecter les principes que je viens de rappeler. Donc il y a précisément une enquête pour savoir si ces modalités, si ces mesures, elles ont été respectées et si le principe final qui est circonscription à la seule lutte contre le terrorisme a effectivement été respecté. Donc maintenant nous attendons les résultats de l'enquête pour en tirer les conclusions qui s'imposent. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez reçu, lu les alertes de vos propres services, de la DRM, au sujet des dérives de cette opération qui ne remonte pas à hier, mais 2016, 2017, 2018, 2019 et après? Avez-vous reçu ces notes? Les avez-vous lues? Est-ce que la ministre et son prédécesseur les ont reçues? Moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je suis porte-parole du ministère des Armées et je n'ai pas besoin de connaître
ces notes au sens besoin d'en connaître du secret de la défense nationale. Donc ce que j'essaye d'expliquer là, c'est que je ne vais pas moi-même me compromettre vis-à-vis du secret de la défense nationale. Et donc je ne suis pas capable de répondre à votre question. Je peux redire ce que je vous ai dit, c'est que les objectifs de cette mission, elles sont claires. Lutte contre le terrorisme, que nous avons édicté des mesures, des modalités d'exercice pour que ces principes de coopération soient effectifs et soient mis en œuvre. Et donc s'il y a eu un écart par rapport à cet objectif de seulement la lutte contre le terrorisme, eh bien l'enquête le mettra à jour et nous en tirerons les conclusions qui s'imposent. Ça, je ne sais, cette chose-là n'est pas de mon ressort. Voilà. Bien, je vous propose que nous passions désormais au cœur de ce point presse, c'est-à-dire l'innovation de défense. On est très heureux d'accueillir monsieur le directeur de l'Agence de l'innovation de défense, cher Emmanuel. Alors, je ne serai pas long puisque la personne compétente pour parler de ces sujets ici est à ma gauche. Juste vous rappeler que Madame Parly a mis un accent tout particulier depuis le début de son mandat sur les questions d'innovation, pour la simple et bonne raison que l'innovation, c'est un vecteur, c'est un outil absolument indispensable pour garantir notre supériorité opérationnelle. Et donc, l'objectif de l'innovation, c'est pas de se faire plaisir, l'objectif de l'innovation, c'est que nos armées gagnent sur les champs de bataille. Et ces champs de bataille, ils sont nombreux, il y a les champs de bataille conventionnels, il y a les nouveaux champs de bataille, le cyber, l'espace, et donc être capable de développer des technologies qui nous donnent un avantage compétitif au plan militaire sur l'adversaire, c'est précisément le rôle de l'Agence de l'innovation de défense. Ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des moyens. Je vous rappelle que lors de la loi de programmation militaire précédente, c'est un peu plus de 700 millions d'euros qui a été consacré à ces questions et que le milliard d'euros promis finalement par le président de la République et la ministre dans le cadre de la LPM sera effectivement au rendez-vous. Nous avons continuellement augmenté ces crédits d'innovation, 805 millions d'euros en 2020, 901 millions d'euros en 2021 et donc 1 milliard en 2022. Alors, peut-être sur quelques champs capacitaires, sur quelques domaines technologiques, quelques chiffres clés. Sur la durée de la loi de programmation militaire, les crédits d'innovation représentent, par exemple pour l'espace, près de 500 millions d'euros. Pour le naval, plus de 300 millions d'euros. Pour l'industrie terrestre, le NRBC, la santé, qui a pris un relief tout particulier après l'épisode que nous avons connu et que nous continuons à connaître, plus de 400 millions d'euros. Et dans le domaine aéronautique, avec notamment le développement de tout un tas de technologies, on peut par exemple penser à la furtivité pour l'avion de combat du futur, des crédits de près de 1,9 milliard d'euros dans le domaine de l'aéronautique et des missiles. Alors pour faire cela, on a besoin de s'appuyer sur un écosystème qui est solide, toutes entreprises, des startups, des PME, Emmanuel en parlera mieux que moi. On a mis en place les instruments financiers pour le faire. Il y a le rôle de l'État client, j'en ai parlé, c'est le milliard de budget d'investissement, mais il y a aussi des instruments financiers qui permettent de faire croître des pépites technologiques et stratégiques pour nous, ou d'éviter qu'elles ne soient captées par des fonds étrangers. Et c'est précisément le rôle de deux fonds d'investissement, l'un DefInvest, au début 50 millions d'euros, puis la ministre a décidé de le porter à 100 millions d'euros. Déjà 10 investissements faits dans des pépites technologiques avec DefInvest. Et puis récemment, DefInnov, le fonds innovation défense, d'un montant de 200 millions d'euros, qui potentiellement pourra aller jusqu'à 400 millions d'euros avec des contributions notamment de partenaires industriels. Là, 2 premiers deals, c'est le terme, ont été d'ores et déjà conclus. J'en ai parlé en point presse la semaine dernière. Pascal d'abord et Candela d'autre part, 2 entreprises qui sont engagées à toute force dans la course vers l'ordinateur quantique. Donc l'Agence de l'innovation de défense a été voulue par la ministre des Armées et portée par Emmanuel Kiva depuis 3 ans. Donc l'agence a soufflé ses 3e bougies il y a peu. Le document de référence de l'agence, c'est ce qu'on appelle le DROID, le document de référence et d'orientation de l'innovation de défense. Et c'est un document important parce que ça liste toutes les priorités scientifiques, technologiques, stratégiques pour le ministère des Armées. Et donc là, vous trouverez plein d'informations sur qu'est-ce qu'on veut faire dans le domaine de l'hypersonique, qu'est-ce qu'on veut faire dans le domaine des armes à énergie dirigée, ou qu'est-ce qu'on veut faire dans le domaine des capteurs ou des technologies quantiques. Cette agence innovation de défense extrêmement forte qui a pris une place tout à fait massive dans le paysage, et la tenue de ce forum et le succès de ce forum en attestent, est démultipliée par des bras armés locaux qu'on appelle les pôles d'innovation.
Et là, on s'appuie sur le réseau et le maillage des centres de la DGA en province. Et donc, nous avons aujourd'hui 8 pôles d'innovation qui permettent de fédérer et de mutualiser les réflexions, les projets, les maturations technologiques entre des personnels du ministère des Armées, des industriels, et puis évidemment des forces qui sont aussi très souvent forces de proposition justement pour des innovations. Voilà, j'en dis pas plus. Et Emmanuel, je te laisse expliquer tout ce que tu fais si bien depuis 3 ans. Merci beaucoup Hervé. Je ne vais pas parler, je vais pas vous faire, malgré le fait qu'il y ait plein de papiers ici, un long discours très structuré, parce que le principe d'un forum, c'est justement d'aller à la rencontre des innovateurs et que vous puissiez toucher les innovations qu'on présente aujourd'hui. Simplement vous présenter, puisque tu as la gentillesse de rappeler que notre agence fêtait son 3e anniversaire avec quelques grands chiffres qui permettent d'incarner cette nouvelle dynamique de l'innovation de défense voulue par la ministre des Armées. Depuis la création de l'agence, on s'est intéressé, on se disait que ça serait intéressant de faire un petit bilan. Alors je peux vous dire que par exemple on parle des startups. Identifier des startups de défense, c'est pas évident, parce que d'abord il y en a plein qui ne savent pas quels sont l'intérêt défense, et puis il faut aller au contact, il faut les caractériser. Depuis la création de l'agence, c'est 765 startups qui ont été ainsi analysées, dont 286 ont été caractérisées. 286 caractérisées, ça veut dire qu'on les a reçues. Pas pour qu'elles nous fassent un pitch. On les a reçues pendant 1h30, 2 heures pour bien comprendre ce qu'elles pouvaient apporter au monde de la défense, quel était leur écosystème concurrentiel, quelle était la force de leur innovation pour pouvoir, le moment venu, pouvoir s'appuyer sur elles dans le cadre des différents projets qu'on mène. Hors projet de technologie de défense, vous savez que c'est le nouveau nom des études amont, nous avons reçu depuis la création de l'agence 2422 demandes de soutien à des projets d'innovation émanant de ces innovateurs. Et puis si on parle structuration de projet, donc j'ai dit il y a les projets de technologie de défense, c'est ceux qui vont permettre de développer nos futures capacités, les briques technologiques qui seront intégrées dans le système de combat aérien du futur ou le porte-avions de nouvelle génération, eh bien, elles sont en train d'être développées. Ça représente plus de 200 projets qui ont été lancés avec la Direction générale de l'armement. Mais nous avons aussi d'autres types de projets, des projets d'accélération d'innovation. Ça, ce sont des projets qui consistent à aller chercher une innovation dans le monde civil et de pouvoir la financer pour en accélérer la montée en maturité, en co-construisant cette montée en maturité avec l'utilisateur final. Donc ça, c'est fait notamment par l'Innovation Défense Lab et c'est aujourd'hui 336 projets qui ont été accélérés depuis la création de l'agence. 521 projets de recherche. Vous savez on soutient des projets de basse maturité technologique, donc des thèses de doctorat, mais également des projets. Vous en verrez quelques-uns ici. Je pense par exemple aux travaux qu'on mène sur la cape d'invisibilité. On en parlera avec Hervé assez rapidement. Et puis l'ADN du ministère, c'est aussi l'innovation participative. Donc vous en avez ici des innovateurs du ministère qui présentent leurs innovations, qui présentent leurs projets. Et depuis la création de l'agence, 92 projets d'innovation participative ont été soutenus par le ministère. 38 accords internationaux en termes de partenariat, c'est important. Vous avez aujourd'hui sur le forum la présence d'un certain nombre de délégations étrangères. Je pense par exemple à la délégation de Singapour qui est présente et avec laquelle nous avons plusieurs comités conjoints. Et puis des signatures aussi de partenariat avec les grands organismes de recherche. Comme Hervé l'a rappelé, dans les armées, on ne fait rien tout seul, mais également avec la société civile, on a besoin de s'appuyer sur des laboratoires de référence. Et il est clair qu'en France, il y a un certain nombre de ces laboratoires qui sont de premier rang mondial. Je pense au CNRS, je pense à l'INRIA par exemple, je pense à l'Agence nationale pour la recherche, avec lesquelles nous avons signé des conventions de partenariat. Je ne reviens pas sur le réseau de l'innovation que tu as décrit, qui s'appuie à la fois sur les pôles d'innovation, mais également d'ailleurs sur les labs d'armée qui, pour l'ensemble des armées, nous permettent d'avoir des proxys, d'avoir des relais nous permettant de démultiplier nos efforts. Et puis nous avons signé, vous les verrez ici, des conventions de partenariat avec des grands partenaires, le GICAT, le GIFAS, le GICAN, qui sont venus d'ailleurs sur le forum pour présenter des startups, dont des startups qui n'étaient pas connues du ministère des Armées. Vous savez qu'il y a aujourd'hui un mouvement pour accélérer l'acculturation des startups et PME aux problématiques du ministère.
J'ajoute également un partenariat avec l'association Les Jeunes IHEDN que vous pouvez rencontrer, qui est important pour nous parce que je parlais du porte-avions de nouvelle génération. Le pacha du porte-avions aujourd'hui est encore à l'école et donc c'est important de pouvoir travailler avec la jeunesse et écouter ce qu'ils ont à nous dire et c'est tout le sens de ce partenariat que nous avons signé. Et puis on parlait des résultats. Eh bien, nous avons la mise en place d'un guichet unique. Vous savez que c'est difficile pour un innovateur de travailler avec le ministère des Armées. On a mis en place ce guichet unique qui, depuis la création de l'agence, a reçu 3840 propositions de projets. Alors, je ne dis pas qu'elles sont toutes remarquables, je ne dis pas qu'on les soutient toutes, mais en tout cas, ça permet à un innovateur de savoir très vite si son innovation est d'intérêt ou pas, et le cas échéant, d'avoir un processus qui lui permet d'être labellisé, c'est-à-dire reconnu, et le ministère s'engageant à soutenir d'une manière ou d'une autre le développement de son innovation. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le bilan. Encore une fois, on n'est pas là pour faire le bilan de l'agence, on est là surtout pour parler de ce que vous pouvez voir au forum. Donc, qui, je le rappelle, se tient pendant ces 3 jours. Donc vous avez 2 journées professionnelles et puis une journée grand public. La journée grand public verra quelques modifications. Par exemple, vous avez vu qu'on a un espace business to business qui nous permet d'avoir à ce jour reçu plus de 400 demandes de rendez-vous entre acteurs industriels, acteurs du ministère, innovateurs. Cet espace va disparaître le samedi, il sera remplacé par un certain nombre de démonstrations, de systèmes interactifs, notamment pour nous permettre de parler aux jeunes et de favoriser le recrutement dans les différentes entités du ministère des Armées. On présente aujourd'hui un peu plus de 110 projets un peu futuristes, qui vont s'organiser autour de 6 espaces. Le premier espace, je vais être assez rapide, c'est simplement pour vous signaler 1 ou 2 projets par espace. Premier espace, s'imposer. Sous-titré « Gagner la guerre avant la guerre », vous reconnaîtrez notamment la vision stratégique du chef d'état-major des armées. Donc le principe, c'est de toujours s'adapter, tant en termes d'équipement que de mode d'action, pour pouvoir garantir la supériorité opérationnelle des forces. Et donc sur cet espace, par exemple, vous pouvez voir Diplomatics. Diplomatics, c'est du deep learning, c'est de l'intelligence artificielle au service de la localisation de cibles aériennes qui ont une faible signature. Donc c'est un projet qui a été lancé en janvier 2019. Et puis on en avait parlé ensemble des lasers, de l'utilisation d'armes laser pour la lutte anti-drone. Alors on n'a malheureusement pas pu emmener le système LMAP qui avait été testé cet été à Biscarrosse ici, simplement pour des raisons d'encombrement et d'accessibilité. Néanmoins, vous aurez la possibilité de voir et de toucher un drone qui a été détruit par ce système de laser développé par Silas, et vous allez voir qu'il se porte quand même beaucoup moins bien à la fin qu'au début. Vous avez un quartier qui s'appelle accompagner et soutenir pour combattre, donc protéger le combattant. Vous allez voir des technologies de fabrication additive, par exemple, le projet Optifab pour les véhicules blindés légers, et puis des innovations, par exemple, dans le monde de la santé. Alors, je pense à 2 projets. Un projet qui, j'en suis désolé, alors d'habitude on trouve des bons acronymes. Là, il s'appelle HPBES. Et c'est un projet qui est porté par l'Institut de recherche biomédicale des armées et le centre de transfusion sanguine avec l'hôpital d'instruction des armées Percy, permettant de fabriquer un substitut épidermique autologue, c'est-à-dire sur des greffes de peau autologues, pour le traitement des très grands brûlés. Je rappelle que les grands brûlés touchent environ 10% des blessés de guerre. Et donc à partir d'une biopsie de peau de 1 à 5 cm, on peut produire jusqu'à 1 mètre carré de substituts épidermiques qui vont permettre de favoriser la prise de greffe et de reformer un épiderme fonctionnel. Donc on est loin des armes laser, mais c'est aussi important, et c'est très important pour nous, d'encourager ce type d'innovation. Vous allez voir aussi des textiles intelligents, c'est un projet qui s'appelle SPIN, avec 2 E, au profit des pilotes, pour que les différentes constantes physiologiques des pilotes puissent être captées par des vêtements intelligents qui permettront d'améliorer la sécurité des vols, notamment en alertant le pilote d'éventuelles défaillances dans un environnement qui n'est pas un environnement très facile. S'adapter ou innover pour se transformer, donc c'est la transformation du ministère dans toutes ses dimensions, y compris dans les dimensions de formation. Je vous encourage à aller voir le système SMR, simulation massive en réseau, qui utilise des principes du serious gaming, on utilise un jeu du commerce qui a été détourné pour une utilisation professionnelle, où le but c'est de s'entraîner aux opérations
en travaillant dans un même espace simulé à partir de différentes localisations sur le territoire et en testant des scénarios complexes d'engagement opérationnel. Vous avez 2 sièges cockpit qui sont disponibles et c'est une expérience à tenter. Le quartier D, imaginer, anticiper les ruptures. Donc là, on va être vraiment dans la deep tech, dans les choses qui permettent de préparer non seulement demain, mais également après-demain. Donc des micro-horloges quantiques, par exemple. Alors, c'est un projet qui s'appelle EDAM, je ne sais pas où vous cherchez ces acronymes, mais qui permet d'avoir toujours la bonne heure où qu'on soit, puisque effectivement c'est le principe de ces capteurs quantiques. Ou alors FMARS. Alors FMARS, c'est un projet qui utilise le biomimétisme, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de la structure des ailes de papillon pour pouvoir concevoir des hublots hydrophobes, c'est-à-dire qui vont repousser tout ce qui est humidité. Le quartier fédéré, construire ensemble. C'est là où on va parler de ce qu'on a décrit juste avant, les nouveaux modes de financement, le fonds Innovation Défense, le fonds Definvest. Les 2 premiers investissements du fonds Innovation Défense sont présents, Pascal et Candela, mais vous allez pouvoir aussi voir d'autres manières de conduire des opérations d'armement. Et je vous conseille de vous rapprocher du projet Centurion, qui a été lancé en 2019 avec 2 grands maîtres d'œuvre que sont Safran et Thales, et dont l'objectif c'est de construire différemment un programme qui s'intéresse au futur du fantassin débarqué, en faisant appel aux communautés de start-up, sans prescription au préalable, et en indiquant simplement nos domaines d'intérêt. C'est un accord cadre dans lequel les start-up vont pouvoir travailler avec les maîtres d'œuvre industriels pour pouvoir différemment conduire cette opération d'armement. Donc voilà ces différents quartiers. J'ajoute un espace qui est important, qui est l'espace 60 ans d'innovation à la DGA. La DGA fête ses 60 ans cette année. C'est 60 ans de conduite de programme d'armement, c'est aussi 60 ans d'innovation. Et donc nous avons souhaité mettre en avant les centres techniques de la DGA. Je vous signalerai donc 2 projets. Un projet qui s'appelle Caméléon Salamandre, qui est un camouflage adaptatif, qui montre bien d'ailleurs la progression de cette technologie depuis le laboratoire jusqu'au prototype qu'on va pouvoir avoir sur le terrain. Ou alors Spinel, qui est assez impressionnant puisque c'est l'utilisation de céramique transparente, avec des propriétés tout à fait impressionnantes en termes de protection balistique pour concevoir effectivement par exemple des bulles optroniques transparentes mais protégées et beaucoup moins lourdes que les blindages ou le verre conventionnel. Bon, vous aurez des tables rondes, des conférences. Aujourd'hui, une conférence de Roland Lehoucq en début d'après-midi, qui est astrophysicien au CEA. Vous avez peut-être vu le film de Denis Villeneuve, Dune. Sa conférence s'intitule « Peut-on gagner sur Arrakis ?» et l'environnement comme enjeu stratégique. Et puis aussi, dans assez peu de temps, Stéphane Darac, qui est le président des 24 heures du Mans, et qui va parler d'innovation dans la compétition automobile, comment une course a su rester dans la course technologique. On parlera de prise de risque, c'est un sujet qui nous est cher, mais aussi d'énergie et d'hydrogène en particulier. Et puis une allocution aujourd'hui du chef d'état-major des armées qui arrivera à 16h sur le salon. Et demain, on parlera New Space, combat au fond des mers, ordinateur quantique et bien évidemment allocution du délégué général pour l'armement à 14h15 et de la ministre des Armées à partir de 17h45 avec de belles annonces que je vais évidemment éviter de déflorer. Voilà, et puis pour la journée grand public, on a essayé de trouver des sujets aussi qui étaient peut-être un petit peu moins technologiques. François Matins, qui a participé à l'expédition de Christian Clot, avec qui nous travaillons, a passé 40 jours dans la grotte de Lombrive, sous terre, privée de tout repère temporel. Eh bien, elle va raconter cette expérience qui, évidemment, résonne assez bien dans les préoccupations du ministère des Armées. Et puis, on va parler aussi innovation culinaire, avec la présence, normalement, du chef Guillaume Sanchez. Et puis, du biomimétisme, là où les insectes inspirent l'innovation technologique. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, encore une fois, le but, c'est que vous puissiez aller à la rencontre des innovateurs. Mais voilà ce qu'est ce forum pour nous et qui, encore une fois, est un grand plaisir. Je suis vraiment très heureux de pouvoir tous vous accueillir cette fois-ci en présentiel et que vous puissiez aller directement à la rencontre de tous ceux et celles qui font l'innovation au sein du ministère des Armées. Merci beaucoup, Emmanuel, monsieur le directeur. Est-ce que vous auriez des questions sur cette thématique de l'innovation ? Alors que nous sommes dans le mois de l'innovation publique et que l'État déploie ses ailes en matière d'innovation de l'État. Des questions pour Emmanuel ou pas ? Non ?
Et bien dans ce cas-là, on vous propose, pour ceux qui sont intéressés, de cheminer en présence d'Emmanuel sur un certain nombre de stands qu'on trouvait intéressant de vous montrer et de vous expliquer. Et on vous remercie pour votre présence et une très belle fin de semaine. À bientôt.